discipline extraordinaire généralement on prête aux anglo-saxons, et nous ne leur donnons pas raison aujourd'hui, puisque les directeurs juridiques français sont très à l'heure. Merci à vous tous. Alors cet atelier qui attire une audience intéressante et fournie, merci à vous d'être là. Cet atelier va traiter des questions sur les legal tech. Alors je ne vais pas me lancer dans une définition dès à présent de ce qu'est une legal tech, puisque ça va faire partie également des débats, et ça signifie bien entendu des milliers de choses différentes. C'est une auberge espagnole dans laquelle nous allons tous, nous, autour de cette table, de ces deux tables, mais vous aussi, nous comptons sur vous pour avoir des échanges très interactifs. Donc nous allons tous apporter dans cette auberge espagnole des legal tech nos contributions, vos retours d'expérience. Surtout intervenez, je souhaite, et nous souhaitons tous, puisque nous en avons parlé en préparant cet atelier, nous souhaitons vous solliciter. N'hésitez pas à nous interrompre, évidemment poliment, mais d'apporter au fur et à mesure vos retours d'expérience si vous en avez. Nous ouvrirons bien sûr à la fin de la séance aux questions, mais si vous souhaitez procéder de manière plus interactive, pour ceux qui connaissent le principe de la méthode agile, nous avons souhaité que cette séance soit sous l'égide de la méthode agile. Et donc, vous participerez également dans la salle au débat de cette table ronde. Merci par avance de votre audace et de votre absence de timidité. Alors, les legal tech, qu'est-ce que cela signifie? En général, nous parlons volontiers dans les médias, autour des dîners de famille et entre amis, de la digitalisation de l'économie. Et également de ce qu'on appelle, au départ, non né dans les pays américains, aux États-Unis et aujourd'hui répandu dans le monde entier, de ce qu'on appelle l'économie des applications. Ces sujets-là alimentent bien entendu les économistes, ils alimentent les politiques, on le voit tous les jours aujourd'hui dans les médias, et ils alimentent maintenant, depuis déjà un certain nombre d'années, nous allons le détailler, la communauté des juristes. Pourquoi? Parce que nous subissons une troisième, une quatrième, ça dépend comment est-ce qu'on considère, donc troisième ou quatrième révolution industrielle. Tous entre nous, nous avons vécu ça, nous vivons ça à travers nos enfants, pour certains d'entre nous, personnellement aussi. Nous sommes confrontés à ce changement de paradigme. Et bien entendu, la question qui va se poser ce matin, c'est comment les juristes, les directions juridiques, les directeurs juridiques appréhendent ces phénomènes. Il est évident que nous ne pouvons pas, direction juridique, nous considérer comme absents ou extérieurs à cette transformation digitale de l'entreprise. Les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient françaises ou internationales, sont de manière tout à fait inégalitaire en état de transformation. Et il est très difficile d'organiser des règles ou de tirer des lois de l'état de digitalisation des entreprises. Certaines entreprises de grande taille sont en retard ou sont peu sensibles au sujet de la digitalisation. Certaines petites entreprises sont très en avance. Et nous pensons, autour de ces deux tables, que la sensibilité à la digitalisation dépend donc plutôt de la culture de l'entreprise et, comme nous allons le voir maintenant, également de la culture des directions juridiques et de leurs directeurs. Et ça sera un des sujets intéressants que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, très peu de chiffres, mais un tout de même, parce qu'il peut à la fois effrayer ou permettre d'être en phase avec le sujet maintenant. Une étude de McKinsey qui a révélé l'année dernière qu'au minimum 27% des tâches aujourd'hui effectuées par des juristes pouvaient déjà en l'état être totalement automatisées. Et comme c'est une étude américaine, la question s'est également posée pour ce qu'ils appellent les paralegals, que nous appelons de manière différente, mais qui correspondent aussi à des métiers chez nous. Et donc 35% des tâches effectuées par des paralegals, alors ça peut être peu ou beaucoup, ça dépend comment est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais 35% des tâches des paralegals étaient dès aujourd'hui totalement automatisables. Donc je voulais juste partager ces deux chiffres qui sont vraiment deux petits chiffres dans un océan de statistiques, mais pour peut-être démarrer la conversation autour des legal tech. Et simplement je vais présenter les invités avant de lancer le sujet, pour que nous ayons une réflexion nourrie, loin de tout fantasme, courageuse et honnête sur les transformations digitales et peut-être
les modifications qui vont s'imposer à nous dans nos métiers, aujourd'hui, un peu, et surtout demain. Alors, autour de moi, pour partager toutes ces idées sur ce débat passionnant, j'ai tout d'abord Marie Potel-Saville. Alors, Marie Potel-Saville a été, jusqu'à très récemment, directeur juridique d'Estée Lauder France, ou Europe, exactement. Et elle vous confie aujourd'hui un changement de carrière tout récent, puisqu'elle vient de cofonder et de prendre la présidence d'un bureau français d'une entreprise qui s'appelle Dot Legal. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, elle va vous expliquer, c'est une entreprise de legal design. À ma droite, vous la connaissez sûrement parce que c'est quelqu'un d'incontournable dans nos métiers, Céline Leroy, qui est expert judiciaire, qui est associée chez Haidt Advisory. Je ne sais jamais si je le dis en français ou en anglais. Ça, c'est international aujourd'hui, on peut le prononcer en anglais. On peut le prononcer en anglais. Et qui intervient au sein des directions juridiques, au sein des contentieux, qui est quelqu'un de présent dans le monde juridique et judiciaire. À sa droite, nous accueillons Yves Garagnon. Alors, Yves Garagnon est président directeur général de l'entreprise Dilitrust. Et si j'osais dire, je vais le dire, vous êtes un pionnier. Vous êtes un pionnier. J'aurais pu dire un dinosaure, mais peut-être la connotation était plus difficile. Simplement, vous êtes un pionnier des legal tech. Vous êtes dans les services qu'on appelait informatique il y a fort longtemps et numérique maintenant. Vous aidez les entreprises, particulièrement les directions juridiques, depuis de très nombreuses années sur la numérisation et la digitalisation de leurs opérations. Et complètement à ma droite, dois-je le présenter aussi, nous avons l'habitude de l'accueillir souvent au cercle et il nous fait l'amitié cette année encore d'être avec nous. C'est Olivier Chadutot, qui est associé chez Day One, qui a un parcours absolument complet et que je ne détaillerai pas entre nous, si ce n'est pour dire que Day One est une société que beaucoup d'entre nous connaissent, certains d'entre nous sont clients, et qui nous éclaire au Cercle Montesquieu sur l'avenir de nos professions et sur les grandes transformations que nous sommes en train de vivre. Particulièrement, je mentionnerai quand même, Olivier, qu'une étude très intéressante qui s'appelle la cartographie des legal tech a été commise par Day One l'année dernière, je crois, avec une réédition en cours, si je ne me trompe pas, et qui est accessible gratuitement sur le site. Et je vous l'indique et je vous conseille vivement de vous y rendre. Voilà. Alors, les présentations de mes orateurs étant faites, je voulais donc dès à présent lancer le débat. Alors comme je l'indiquais, j'avais promis de ne pas trop parler, j'ai déjà trop parlé, je voulais vous entendre les uns et les autres sur la première partie de cette table ronde qui, comme vous l'aurez compris, concerne l'état des lieux. C'est-à-dire, j'ai essayé de vous dire de manière assez rapide que les entreprises sont soumises à une digitalisation forcée ou acceptée ou aimée, mais de toutes les façons sont en marche. Et je voulais savoir dans quelle mesure, les uns et les autres, vous pouviez nous aider à faire un constat de la situation actuelle. Dans quelle mesure sommes-nous vraiment, nous les directions juridiques en marche, devons-nous l'être, et quels sont, d'après vous, le chemin qui reste encore à parcourir. Alors, pour démarrer peut-être, je vais reprendre mon ordre des débats. Oui, pardon. Alors, je voulais, en premier lieu, c'est peut-être vers Olivier que je voulais me tourner parce que je viens d'évoquer la cartographie des legal tech, donc il me semblait intéressant de démarrer par une description du paysage. Où en sommes-nous aujourd'hui des directions juridiques sur les legal tech? Alors, merci. Le micro est éteint. Normalement, je devrais savoir m'en servir depuis le temps. Sinon, je vais passer. Voilà. Donc, les legal tech, on en a cartographié. Oula, pardon, excusez-moi, là, le micro est allumé, je confirme. Nous avons, avec l'équipe de Day One, cartographié environ, je dis environ parce qu'en fait, les legal tech, qu'on appelle en français jeunes pousses juridiques, ça vit, ça se crée, ça meurt, et on en est à peu près à 843. Et vraisemblablement, ce chiffre est faux, puisque peut-être qu'il y en a une de plus depuis hier ou deux de moins.
Mais avec l'équipe, on a cartographie 843, on travaille beaucoup avec le codex de Stanford, qui est vraiment pour nous l'antre de la réflexion sur Legal Tech, qui est un partenariat entre Stanford Law University et Stanford IT Department, et qui est très intéressant, et vous pouvez avoir accès, puisque en fait, ils ont toutes leurs conférences qui sont gratuites et disponibles, et en conférence toutes les semaines. Alors, il y a le décalage de 9 heures. Il faut le faire plutôt à 22h30 le jeudi pour pouvoir y assister, mais c'est très intéressant. Donc 843 dans le monde. Sur ces 843, on en a à peu près, nous, regardé véritablement, enfin sélectionné plutôt, on les a toutes regardées, on a sélectionné 517. Sur les 517, on en est non pas à 140 comme on a fait dans le rapport de juin 2017, mais on en est aujourd'hui, et Martin qui est dans la salle va peut-être me corriger, à 347 qu'on a mis en base de données, qu'on a cartographié au sens de notre matrice, ce qui veut dire qu'on a regardé les démos. Nous, on ne prend pas si on ne voit pas de démos. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas une Legal Tech sur des PowerPoint et encore moins sur des Excel. Donc on regarde absolument la démo puisque c'est la technologie qui nous intéresse. Et on en a vraiment regardé des démos, soit en conf call, soit en live, de 347 sur notre base de données. Sur la cartographie, on a 3 aspects. L'aspect partage, donc ça sert à partager entre 2 populations. Ça peut être un juriste et un avocat, ça peut être un juriste et son client interne, ça peut être un justiciable et son avocat. On a une deuxième possibilité, c'est production. Ça va produire quelque chose, va produire de la documentation, produire du contrat, qui est un segment de marché sur lequel il y a plus de 50% des legal tech aujourd'hui. Donc ils vont produire, créer des contrats. On va avoir des legal stars, des captain contrats. Je parle pour les legal tech françaises, mais il y en a beaucoup aux États-Unis, Rocket Lawyer, etc. Et puis la troisième catégorie qu'il faut absolument regarder aujourd'hui, qui est une catégorie qui est en forte croissance, c'est la catégorie qu'on appelle, nous, aide à la prise de décision. On va retrouver ce qu'on appelle, très injustement d'ailleurs, la justice prédictive, parce qu'elle ne prédit rien du tout, elle fait juste de l'analyse statistique et de la probabilité, donc c'est plutôt la catégorie du big data. Si toutefois on a du big data, il faut déjà avoir de la data, et être sûr qu'elle est juste, puis après on verra si on a du big. Donc on a ces 3 catégories-là, on partage, on produit, ou on aide à prendre la décision. Puis par rapport aux juristes, aux avocats qu'on a dans la salle, on a scindé notre matrice en 2. Soit on va améliorer le travail, et notamment vous faire gagner du temps, qui est pour nous une phobie chez Day One, c'est de faire gagner du temps. Si on arrive à faire gagner 2 heures par semaine à chaque juriste de chaque direction juridique, je veux dire qu'à la fin de l'année, c'est de l'ETP qu'on a gagné. Pour faire quoi? Alors, soit pour rentrer plus tôt, ce qui peut être aussi agréable, soit pour passer son vrai temps de juriste, c'est-à-dire réfléchir sur une bonne analyse, avoir apporté son jugement, apporter son éthique, apporter toute sa valeur ajoutée. Et puis la deuxième catégorie, je fais attention parce que souvent elle est mal interprétée, c'est la catégorie qui remplace, non pas remplace le juriste ou l'avocat, mais remplace pour une tâche, pour 2 tâches, pour 3 tâches, véritablement. Et nous, on dit que c'est pas ou l'homme, l'humain, ou la machine, c'est et l'humain et la machine qui créent de la valeur, parce que c'était Louis Laretchienne de Predictis qui disait ça la semaine dernière. Ils arrivent à faire lire 1 million de jurisprudence, de données jurisprudentielles, je vais y arriver, en 1 seconde. Et c'est pas sûr qu'en prenant tous les juristes et tous les avocats de France, on arrive en 1 seconde à lire 1 million de données de justice. Donc si on leur donne ce qu'elles doivent faire, et si nous on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire avoir le temps de la réflexion, du jugement, de l'éthique, de la valeur, etc., on peut trouver un couple humain-outil qui peut être intéressant. Voilà. Je peux revenir après sur le détail de ce qu'elles font pour les directions juridiques, puisque c'est le thème concrètement, puisque de plus en plus de directions juridiques font appel à la technologie et au legal tech. Mais il faut quand même que je laisse la parole aux autres personnes. Merci Olivier, je vous la donnerai, c'est certain. Je pense que c'est une bonne entrée en matière et ça propose un paysage un peu général. Si on veut rentrer un peu plus dans les détails, je vais peut-être me tourner vers Céline maintenant. Vous qui intervenez chez vos clients, est-ce que vous avez des cas concrets? Que voyez-vous? Comment pouvez-vous traduire ce que Olivier nous décrit? Ce qui est très intéressant, pour faire un parallèle et peut-être ouvrir le sujet, et pour justement voir ce qui se passe dans les directions juridiques, c'est que nous, le sujet, on s'en est saisi chez Elite Advisory dans l'équipe litigation à peu près en 2016, fin 2016, où d'un seul coup, on a vu un peu cet ovni apparaître. On nous a parlé de Legal Tech. On a une équipe qui est spécialisée en évaluation de préjudice. On nous a parlé d'outils et de solutions qui permettaient justement d'analyser de la jurisprudence et des décisions. On est en pleine croissance, on recrute, on développe le marché. D'un seul coup, je me suis dit, bon, très bien, en tant que responsable de la ligne, est-ce que dans 5 ans, la ligne existe encore, ou est-ce que j'ai une super intelligence artificielle
qui va quantifier tous les préjudices. Et voilà, l'équipe qui est présente aujourd'hui n'a plus de travail, on se dit au revoir, on a vécu une belle aventure et c'est terminé. Donc on est parti sur ce constat-là, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu lancer une étude, on a réfléchi du reste avec Olivier à ce moment-là, on a lancé une étude avec le Cercle également, tout début 2017, pour faire un recensement justement auprès des directeurs juridiques, auprès des décisionnaires. Donc on a rencontré 75 personnes pour recenser l'état d'avancement du marché sur la digitalisation, le big data dans les directions juridiques. Et juste, alors là je vais livrer quelques chiffres, parce que l'idée c'est d'échanger beaucoup, mais de se donner une idée, et ça va rejoindre à mon avis un certain nombre de commentaires sur ce qu'est la digitalisation et les legal tech. Dans l'étude, il ressortait à peu près 3 enseignements, je vais vous les donner. Le premier, c'est qu'on était au stade de la réflexion, et c'était début 2017. Je pense que ça évolue, et ce qu'on a vu, ça évolue très vite, mais ce stade de la réflexion, on y reviendra, est une phase importante, et donc du coup, on avait 87% des répondants qui s'étaient saisis du sujet. Il y en a 52% sur les 87 qui étaient au stade de la réflexion. Et à contrario, j'allais dire, il y a 13% des répondants qui ne s'étaient pas du tout encore intéressés au sujet, mais c'était vraiment mineur. Et on le voit, c'est un sujet, c'est quelque chose qui nous passionne. On a l'impression que c'est une révolution culturelle, mais c'est aussi une révolution surtout technologique, on y reviendra sur tous les outils. Et donc il y a vraiment une boucle qui se forme et qui pousse à aller plus en plus vite et de réfléchir énormément. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'on était plutôt sur de la gestion de données. 56% sur de la production, ce qu'indiquait Olivier, et 89% sur de la gestion de données. Et le troisième enseignement intéressant, et ce que disait Laure également, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une disparité sur les directions juridiques. Alors, une disparité qui vient de la taille de l'équipe, oui, très bien, du secteur, éventuellement, de la culture de l'entreprise, mais aussi du directeur juridique et de son influence sur le sujet. Et juste pour finir sur le point, les trois orientations, ou je me dirais les 3 constats aujourd'hui, c'est de se dire, très bien, ce qui ressortait vraiment, et ce qui est pour nous aussi le cas, hein, en tant que directeur juridique, en tant que juriste, en tant que personne qui travaille sur le sujet du droit, on n'est pas les leaderships sur la digitalisation d'une entreprise, c'est une évidence, même nous, l'équipe litigation chez Aite Advisory, on n'est pas les leaders, mais on est des influenceurs et on doit être là tous sur ce marché pour comprendre de quoi on parle, y réfléchir ensemble et avancer ensemble. Voilà, et donc c'est pour moi le rôle des directeurs juridiques, comme j'ai envie que ça soit mon rôle, c'est de participer à ces débats. Deuxième peut-être juste point pour compléter le sujet, on est des financiers. Donc pour préparer la table ronde, je me suis amusée aussi à regarder les dernières statistiques sur les financements et les évolutions. Juste pour faire un état des lieux des marchés aujourd'hui, on se rend compte aujourd'hui que les legal tech, les principales legal tech françaises ont été créées, le boom c'était en 2015. Entre 2016 et 2017, aujourd'hui, on a une décroissance du nombre de créations de legal tech qui chute à peu près de 40% selon les chiffres. Et à contrario, on a une forte croissance des investissements et de levées de fonds sur les sujets. On passe aujourd'hui, il faut se rendre compte, on a 35% à l'opposé de croissance sur les levées de fonds. Les levées de fonds sur les legal tech, c'est passé entre 2016 et 2017 de 9 millions à, le dernier chiffre, 12,8 millions d'euros, avec des levées de fonds qui sont entre 0,7 millions d'euros et 6 millions d'euros sur des legal tech, alors que sur des startups, les plus grosses levées de fonds, c'est 70 millions d'euros. Donc on est vraiment aujourd'hui, pour avoir des indicateurs financiers, on est vraiment sur un marché qui est un marché complètement en évolution, en création, il y a beaucoup de création, et en même temps un marché qui commence à susciter de l'intérêt et à se réguler. Alors on va le voir, les legal tech, moi j'ai des équipes aujourd'hui qui sont plutôt trentenaires, qui sont très proches du marché, et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que si nous on veut les rencontrer, et ces legal tech, en fin de compte, ce sont des startups. Et 73 ou 79% des legal tech ont pour origine d'être des startups. Et aujourd'hui, l'inversement de tendance, qui est très intéressant, c'est qu'on a les professionnels du droit qui rentrent sur le marché, qui est une nouvelle tendance. Et le deuxième constat sur ce marché-là, c'est les fonds d'investissement aussi qui rentrent sur le marché pour justement accompagner la croissance. C'est assez vrai. Et d'ailleurs, il y a moins de 6 mois, une association composée d'avocats qui s'appelle Avotech, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, s'est créée, et en écho à ce que Céline disait, avec une vraie volonté de se réapproprier la question de la digitalisation par des professionnels du droit. Alors, je vais me tourner, puisque nous avons parlé des directeurs juridiques, mais la meilleure façon de savoir si ce que nous disons est vrai est d'interroger un directeur juridique. Et je voulais savoir, Marie, quelle était votre expérience en tant que directeur juridique sur ces questions-là ?
Merci beaucoup, Laure. Alors, sur mon expérience, donc je me limiterai évidemment à ne parler que de mon expérience en tant que directeur juridique IMIED d'Estée Lauder. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on est le 10 avril, il doit rester 259 jours jusqu'à Noël, soit autant de conférences, sommets, meet-up, MOOC ou événements en tout genre sur les legal tech. Des prix d'innovation seront décernés. Chaque service sera totalement disruptif, radicalement innovant, révolutionnaire. Bon, vous aurez compris, c'est pas complètement vrai. Mais surtout, ce que je veux dire par là, en introduction, c'est qu'on peut avoir ce sentiment d'être un peu submergé. Quand on n'est pas un geek, quelqu'un comme moi par exemple, on peut avoir ce sentiment, en effet, de comment se retrouver dans cette offre un peu pléthorique. La première chose à mon sens, c'est que la technologie, pour la technologie, n'a strictement aucun intérêt. C'est pas moi qui le dis, c'est Steve Jobs. Technology is nothing. Ce qui compte, et il le disait admirablement, et il l'a prouvé, je crois, ce qui compte, c'est l'humain. Et plus particulièrement la catégorie d'humains que sont les utilisateurs. Donc voilà, pour moi, l'une des façons de se retrouver, de se guider en fait, d'avoir une forme d'étoile du Nord au milieu des legal tech, c'est avant tout de se demander pas est-ce que ce service est super techniquement, technologiquement, d'avoir quelque chose qui brille, qui clignote. Non, non, de quoi j'ai besoin moi en tant que directeur juridique, de quoi mon équipe a besoin, de quoi les juristes ont besoin et surtout et avant tout de quoi nos clients internes ont besoin. Donc cette démarche centrée sur l'utilisateur, c'est le fondement du design thinking, mais pas que d'ailleurs. Ça se retrouve très largement dans beaucoup de courants de pensée aujourd'hui. Et pour moi, c'est vraiment ce qui doit nous guider au milieu de cette œuvre. Le deuxième point, et ça rejoint peut-être le point de Céline sur les directeurs juridiques en tant qu'influenceurs. Ce qui me frappe aussi, c'est l'immensité des questions éthiques qui sont soulevées par l'innovation, la digitalisation des questions juridiques. Il me semble qu'en tant que directeur juridique, on est extrêmement bien placé puisqu'on traite déjà la compliance, donc forcément des questions éthiques. On est très bien placé pour se saisir du sujet, justement, ne pas être juste suiveur de l'innovation, mais au contraire, s'emparer du sujet, mener l'idée, la réflexion sur l'éthique de l'innovation. Juste un exemple, on en a parlé, Olivier notamment, justice prédictive, innombrables questions éthiques bien entendu, alors le gouvernement s'en saisit également, mais il me semble que chaque directeur juridique a aussi sa part à prendre dans cette réflexion et c'est ça aussi qui va permettre aux directeurs juridiques de se positionner en interne comme moteur de l'innovation et de la transformation digitale des entreprises et pas seulement comme suiveur. En effet, je pense que ce témoignage est intéressant et peut-être pour l'élargir, je voulais maintenant me tourner vers Hugues Aragnan puisque vous êtes depuis très longtemps au sein des entreprises et nous serions intéressés de vous entendre sur peut-être une vision un peu plus globale mais très expérimentale. Volontiers, bonjour. Là, je fais un peu du retour d'expérience personnelle. Je dirais je suis un peu le représentant des legal tech dans cette table ronde. Donc vous expliquez un peu comment on évolue au milieu de ce monde. Alors l'image qu'on a des legal tech, effectivement, comme vous le faisiez apparaître dans votre étude, c'est d'abord une boîte qui est jeune, qui vient de se créer, qui est financée largement par des levées de fonds, qui va apporter une technologie un peu disruptive, qui va rebattre un peu les cartes sur un marché qui est établi, beaucoup à base d'applications mobiles, et qui surtout vont permettre de court-circuiter des positions qui sont établies. Donc par exemple, en tant que particulier, ce que vous apprécieriez dans une legal tech, c'est de pouvoir régler un contentieux directement, sans avoir besoin ni de la justice, ni des avocats, donc en faisant beaucoup d'économies, tout ça étant gratuit, en échange éventuellement de quelques données personnelles que vous fournirez à l'éditeur de l'application. Bon, donc nous, DiliTrust, dans les Legal Tech, en quoi est-ce qu'on correspond à ce paysage ? En plusieurs choses. D'abord, DiliTrust existe depuis 6 mois, donc c'est encore relativement jeune. On a été financé par la levée de fonds, donc on a fait du private equity qui est rentré à notre tour de table 7 millions d'euros il y a quelques mois, donc là aussi plutôt dans le haut de votre étude de marché.
Et puis, par contre, là où on ne correspond pas tout à fait, c'est que, moi je suis un petit peu vieux là dans tout ça, donc, comme vous le disiez, donc je suis entouré de geeks, mais bon, j'ai dépassé les 30 ans. Ensuite, je ne viens pas vous voir avec juste un t-shirt et des baskets. Et puis, ce qui est un petit peu différent aussi, c'est qu'a priori, on n'est pas là pour vous piquer votre boulot, mais plutôt pour essayer de vous accompagner. Donc comment est-ce qu'on a fait ça ? En fait, pour fonder cette Legal Tech, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit peu la pratique que j'avais en ayant côtoyé des directions juridiques depuis pas mal d'années et pris appui sur des structures juridiques qui existaient, l'une qui s'appelait Equity, l'autre qui s'appelait Leading Boards, pour fonder une nouvelle société ou donner un nouvel élan à un projet d'accompagnement des directions juridiques dans leur transition numérique et un peu les défis que ça pose. Et les défis, effectivement, que l'on voit et que j'ai rencontrés en côtoyant des directions juridiques d'entreprise, c'est d'abord une exigence qui est demandée auprès des directions juridiques, non pas de dire on n'a plus besoin de vous et puis on va tout faire par des machines, mais d'accompagner la croissance des entreprises dans lesquelles vous êtes en apportant plus d'efficacité, on va dire de productivité. On vous demande d'essayer de faire plus à budget équivalent, donc de la productivité. Deuxièmement, vous inscrire dans une démarche dans laquelle tout est numérique. Donc comme tout est numérique, il y a des documents qui circulent, il faut en assurer la sécurité, la protection de l'ensemble des données sensibles. Et également, ce que l'on perçoit, c'est un besoin d'être des départements qui sont de plus en plus au service du business, bien entendu, qui ne soient pas juste là pour régler des contentieux une fois qu'ils sont avérés, mais surtout pour essayer de les anticiper, les devancer, et puis être des gens qui fournissent des solutions pour qu'il y ait moins de risques, que le risque soit maîtrisé, et donc qu'ils puissent rendre compte au COMEX sur le fait que, grâce à l'efficacité du service numérique, qui est une direction juridique entièrement dématérialisée, zéro papier, qui s'inscrit dans la politique RSE. Voilà. Par rapport à tous ces enjeux que l'on perçoit, on fait des applications en ce sens. Alors, on rejoint quand même après les tendances du moment, c'est-à-dire que l'ensemble de nos applications, elles sont disponibles sur tablette, donc on les télécharge sur les stores des différents éditeurs, Android, Apple Store, etc. Mais avec une logique de partage d'informations dans le département juridique pour un petit peu le décloisonner et puis lui permettre d'être plus efficace et de rendre service au reste de l'entreprise. Et c'est ça que moi j'ai perçu comme étant un petit peu la tendance de fond de ce qui était attendu des directions juridiques auprès desquelles nous travaillons. Bon, donc si je comprends bien, la digitalisation est en marche, évidemment, et vous avez les uns et les autres assez bien décrit le fait que c'était déjà une réalité. Alors peut-être pour pivoter sur une seconde partie de nos échanges, je voudrais partager avec vous quelques remarques un peu candides de ma part, et pardonnez-les, mais peut-être que je les partage avec un certain nombre de personnes dans la salle. Très bien, on comprend donc que cette digitalisation est là, que certaines directions juridiques sont déjà en cours de réalisation, d'autres réfléchissent beaucoup, peu s'en désintéressent, et tous, avec le sourire au sang, considèrent que c'est un sujet d'avenir. Ce que j'ai remarqué, là je parle de perception, donc la perception n'est évidemment pas une science exacte, mais ma perception tout de même, pour avoir discuté avec beaucoup de membres du cercle, c'est qu'aujourd'hui, nous, directeurs juridiques, notre façon d'envisager la digitalisation se fait plus à travers les outils. D'ailleurs, nous avons parlé des outils. Elle se fait donc à travers les outils, soit des outils externalisés, c'est-à-dire le fait de commander certains outils auprès de Legal Tech, ou internalisés. Il y a également des directions juridiques qui ont décidé, parce qu'elles ont des services informatiques importants, de construire leurs propres outils. Mais dans les deux cas, ce qui m'a un peu dérangée, et j'espère que vous allez soit me contredire, soit m'aider à transformer cette perception, c'est que cette digitalisation, elle est beaucoup vue à travers les outils, justement, et non pas à travers un projet ou à travers un objectif qui est de comprendre, non pas ce qu'est la digitalisation matérialisée de la direction juridique, mais, pardon d'utiliser un mot anglais, quel est le nouveau business model pour les directions juridiques.
Et donc, de manière tout à fait prosaïque, est-ce que notre métier est en train d'évoluer? Est-ce que nous devons, parce qu'on nous l'impose ou parce qu'on le souhaite, fournir un service juridique différent demain? En d'autres termes, à travers ces outils qui aujourd'hui occultent un peu pour moi la vision, est-ce qu'on n'est pas à la recherche d'un, je l'ai dit, du business model, mais d'un format un peu différent, d'une manière différente de travailler, et le corollaire étant de transformer aussi nos collaborateurs, de nous transformer nous-mêmes. Est-ce que le juriste de demain correspond au juriste d'aujourd'hui? Alors, ce sont des questions qui peuvent être soit anxiogènes, un peu quand même, avouons-le, on est entre nous, qui peuvent être aussi très amusantes, intéressantes, excitantes, parce que se transformer, c'est toujours compliqué, mais c'est aussi une nouvelle aventure. Alors, c'est pour ça que je voulais vous entendre particulièrement, parce que ce sont des sujets qui me semblent importants, et je suis sûre que je partage ce questionnement avec beaucoup d'entre nous. Et je voulais à nouveau vous rendre la parole, Yves, pour que vous nous disiez, donc vous parliez de votre expérience passée et présente grâce à la Legal Tech que vous avez aujourd'hui. Je voulais que vous nous disiez comment vous voyez concrètement les directions juridiques aborder ces sujets-là. Quels sont leurs projets? Bien volontiers. C'est vrai que le juriste, on reparlera un petit peu entre nous de comment évolue son métier, mais ce que l'on voit clairement chez nos clients, c'est que la direction juridique, ce n'est plus uniquement un pôle de savoir encyclopédique qui est maîtrisé uniquement à la direction juridique, parce que ce savoir maintenant est accessible et peut être traité, notamment par les technologies big data, intelligence artificielle, de manière très très rapide et beaucoup plus efficacement. Donc ce qu'on attend du juriste quand même, c'est non plus de savoir, mais d'avoir une capacité à être un acteur de l'entreprise dans un monde complètement dématérialisé. Donc quelques exemples que l'on voit dans les directions juridiques de choses qui mettent en place pour plus d'efficacité et puis d'implication dans le reste des process de l'entreprise. Alors ça peut partir de très très haut, par exemple au niveau de l'organisation du conseil, où on propose une plateforme qui permet de faire fonctionner le conseil d'administration de manière totalement dématérialisée, avec chaque administrateur qui a uniquement sa tablette entre les mains et puis l'ensemble des documents qui lui sont mis à disposition en temps utile. Donc là, il y a de l'efficacité pour le secrétaire du conseil, qui est souvent le directeur juridique en même temps, pour garantir l'accès à l'information auprès des administrateurs, qu'il l'ait en temps et en heure, mais en même temps garantir la confidentialité, la préservation des données extrêmement sensibles qui sont partagées par le conseil. Ce que l'on voit aussi, c'est dans des directions juridiques dans lesquelles il y a des tonnes d'informations qui ont été progressivement numérisées. Au travers de nos plateformes, on va avoir toutes les informations de la direction juridique qui sont partagées entre le droit des sociétés, les contrats, les contentieux, avec les documents, l'historique. Et à partir de la constitution d'une base d'informations très riche et avec tout un historique, eh bien, les outils d'analyse multidimensionnelle vont permettre de tirer des corrélations, comme par exemple, est-ce qu'il y a une nature de contrat qui plus naturellement génère du contentieux, tirer un peu des statistiques ou d'une visualisation graphique de tout ça, pour en tirer des enseignements et dire, je vais par exemple veiller à ce que ce type de contrat soit recommandé qu'on n'y aille plus vers ce business, soit recommandé des CGU un petit peu différentes pour que le nombre de contentieux n'augmente pas. Un dernier exemple, lorsque on est un groupe dans lequel il y a pas mal d'entités juridiques, pas mal de personnes qui exercent des responsabilités, il faut leur attribuer formellement des responsabilités par un processus de délégation de pouvoir. Lorsque on a quelques dizaines d'entités juridiques avec du personnel, des managers qui arrivent, qui partent, qui font de la mobilité interne, le fait de réattribuer périodiquement et de tenir à jour un référentiel de l'ensemble des délégations de pouvoir, ça permet d'avoir quelque chose dans lequel là on est sur un ensemble complètement dématérialisé, d'automatiser ce processus et de le maintenir à jour et d'avoir la direction juridique là qui se propose en acteur de la conformité et un acteur préventif de la conformité et la capacité à attribuer et enlever ses pouvoirs de manière très automatique, avec une belle cartographie de tout ça qui permet visuellement de voir l'ensemble des pouvoirs, ça donne l'impression que la direction juridique est véritablement un acteur de la réduction des risques avec des outils modernes. Et là, on retrouve vraiment le département juridique dans toute sa puissance et sa capacité à intégrer les technologies du jour pour montrer qu'il est lui-même à l'initiative de l'introduction des technologies dans le reste de l'entreprise. Alors, vous êtes en train de nous faire glisser de l'outil au projet, et c'est ça qui est intéressant. Et peut-être, je voulais entendre Céline, parce que très bien, si on est
un peu rassuré, puisque visiblement, on ne s'occupe pas forcément de la machine, mais peut-être de la raison pour laquelle on s'outille. En revanche, comment ça se passe? Parce que ce n'est pas très simple de mener des projets. Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui sur la manière dont les directions juridiques commencent à mener ce type de projet? Nous, ce qui est très intéressant sur le sujet, et je rebondis sur 2 remarques qui ont été faites par différents intervenants, il y a 2 thèmes. Très clairement, on s'est posé la question en tant que partenaire des directions juridiques sur un métier de niche, comment on pouvait fonctionner dans ce processus de digitalisation et d'accompagnement de l'évolution de nos métiers. Il est évident que... Alors on l'a fait en plusieurs étapes, et mon premier commentaire quand on disait qu'on doit accompagner le changement de nos collaborateurs, moi sincèrement j'ai le sentiment aujourd'hui que c'est mes collaborateurs qui me font changer. Quoi, si je pousse, mais c'est une réalité. Ça c'est le premier constat, c'est vraiment un effet où ça va très vite, ce que t'indiquais Laure, ça va très vite, nos enfants vont plus vite que nous, on découvre, et je découvre tous les jours de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités. La croissance des possibles est exponentielle. La technologie, la croissance est exponentielle. Ça avait déjà été identifié par Gordon Moore sur tous les développements des ordinateurs. Et c'est une courbe exponentielle sans fin. Et donc, du coup, nous, sur l'analyse qu'on a menée et la réflexion où on en est aujourd'hui, que je voulais partager avec vous sur le sujet, c'est très bien, il y a plusieurs possibilités. Nous, pour la petite histoire, quand on a commencé à se saisir du sujet, on s'est dit, très bien, on va digitaliser notre service, ça va être magnifique. Comment on va faire? Première idée qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit on va mettre un outil de scoring sur notre site internet, et on va avoir un super outil qui va permettre à nos clients potentiels de venir sur notre site internet et d'évaluer leur potentiel dommages et intérêts, à titre d'exemple, parce que c'est notre secteur d'activité, je ne vais pas faire un focus, mais voilà, sur de la rupture brutale, c'est très simple, c'est facile, et on va tirer une clientèle. Donc on était vraiment dans une logique plutôt d'automatisation de quelque chose, de recherche d'une solution, d'un affichage, ce qu'on disait, un digital pour dire qu'on fait du digital. Bon, ok. Donc ça a été la première piste de réflexion, et on s'est dit, mais très bien, mais j'en fais quoi? Je vais attirer des clients qui ne sont pas forcément les clients que je veux, et je rebondis sur la deuxième idée, c'est que vraiment l'idée, c'est de définir son usage, ce qu'on veut en faire, et après d'aller chercher les technologies, et de chercher, nous, on cherche aujourd'hui, c'est la création de valeur ajoutée avec vous, les directions juridiques. C'est pas d'avoir un outil qui calcule plus vite que nous, c'est pas d'avoir un outil qui nous sort une solution toute faite, mais comme quand on le fait sur nos dossiers, on fait une partie d'échec, c'est vraiment d'avoir une valeur ajoutée, d'identifier les points forts, les points faibles, et de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Et du coup, d'avoir les moyens qui nous permettent de le faire de manière optimale. Donc si c'est un outil d'analyse de data qui permet que vous avez ou qu'on a, qui permet d'aller beaucoup plus vite pour identifier les raisonnements qui sont pertinents, ceux qui ont des points de faiblesse, et venir renforcer les points de faiblesse, c'est parfait, c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc on a été à ce premier niveau-là. Après, on a réfléchi sur cette même idée, sur les legal tech. On en a rencontré un certain nombre. On s'est dit, très bien, il y a des solutions, il y a des outils. Quel outil on intègre? Deuxième étape. Et on a continué notre cheminement. Et aujourd'hui, on en est à la phase où on est encore, nous aussi, en apprentissage. Et moi, j'ai pas honte de dire que je suis encore en apprentissage au bout d'1 an et demi. C'est une réalité. Je pense que c'est le processus le plus long sur le sujet. C'est qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, on ne pouvait pas coller un outil sur nous. Que les outils n'y répondaient pas forcément, et que ce qu'il fallait, c'est vraiment qu'on reprenne le cercle dans l'autre sens, et qu'on se dise, ok, on refait un tour du marché, on le fait complètement, on comprend les outils, les technologies, on imagine ce qu'on pourrait en faire, et on voit comment on peut construire l'outil. Et donc ça, c'est vraiment l'idée, je pense. C'est cette phase d'apprentissage, et c'est ce qui ressortait de l'étude. Du reste, je vais reprendre les chiffres pour les avoir sous les yeux, mais l'étude disait en 2017, et c'était votre retour d'expérience, c'est que il y avait à peu près 3 répondants sur 5 qui estimaient avoir les compétences requises, et sur les répondants, il y en avait 2 sur 5 qui estimaient avoir les outils. Et donc cette phase d'apprentissage, je pense que tous, directeurs juridiques, conseils, on ne doit pas en avoir peur, et on doit la travailler ensemble. Et aujourd'hui, on en est même au stade, pour partager avec vous de réflexion, où on se pose, nous, la question de savoir sur ce métier de niche, où doit être positionné l'outil. Et on y reviendra peut-être après avec d'autres intervenants sur les notions de coût et de structuration des équipes. Mais à partir du moment où on a besoin d'un outil qui nous permet d'aller plus vite dans la performance d'analyse de contentieux, de dommages et intérêts et de chiffrage, est-ce qu'il faut que l'outil soit plutôt développé par des prestataires externes, dont c'est le cœur de métier, où on a intérêt à investir, nous, complètement sur le sujet, ou par des directions juridiques, où ce que vous indiquez, le contentieux ne doit pas être votre cœur de métier, c'est pas le but. Au contraire, c'est des éviter. Donc c'est plutôt peut-être de notre côté que doit se trouver l'investissement, avec tous les problématiques qu'on peut imaginer aujourd'hui qui vont surgir, de savoir la propriété de la data, quelle data on utilise, comment on la partage, toutes les problématiques de cybersécurité, toutes les problématiques, il y a des articles aujourd'hui qui sortent, qui sont très intéressants aussi sur la responsabilité de l'intelligence artificielle.
Qui est responsable, une fois que vous avez monté des algorithmes qui tournent, qui est responsable des décisions qui en sortent et jusqu'où on va? Et donc nous, on veut s'approprier tous ces sujets-là pour être vraiment toujours au cœur du métier et de la création de valeur sur ces points. Donc voilà, on est aussi en phase d'apprentissage et on continue à avancer. Merci pour cette transparence, c'est très appréciable. Je pense qu'on est tous dans l'empathie, on partage ces questions-là et ça permet à tout le monde d'être assez à l'aise sur ses propres projets. Merci infiniment. Alors, il y a tout de même des entreprises qui sont plus évoluées que d'autres et qui ont déjà mis en place des outils. Et la raison pour laquelle on est très heureux d'avoir Marie avec nous aujourd'hui, c'est qu'elle peut vraiment faire état d'un use case parce que Estée Lauder a travaillé et mis en place un projet qui aujourd'hui fonctionne. En effet, je voulais simplement vous faire un retour d'expérience sur un projet qui a été mené l'année dernière au sein de la direction juridique d'Estée Lauder autour de l'automatisation des CGV, conditions d'utilisation et puis privacy policy des sites de toutes les marques d'Estée Lauder. Alors, il y en a plus de 25 dans la région IMIA. Il y a une trentaine de pays qui sont couverts. Et donc le pitch, c'était assez simple. C'était comment, avec une équipe juridique extrêmement restreinte, alors extrêmement talentueuse bien sûr parmi mes collaborateurs, mais quand même limitée à 4 personnes, comment on allait rédiger et mettre à jour CGV, conditions d'utilisation et privacy policy pour 25 marques et 30 pays. Donc ça, c'était le point de départ. Le besoin d'automatisation, et j'ai beaucoup aimé cette question sur les outils, parce qu'en effet, je ne crois pas du tout à une approche par les outils, je crois vraiment à une approche qui démarre de l'utilisateur et des besoins de cet utilisateur. Mais là, pour le coup, notre besoin, il était évident. Le besoin d'automatisation, il était très clair. On ne pouvait pas le faire seul avec nos petites mains. Accessoirement, c'est aussi source d'erreur, compte tenu du volume énorme. On était à peu près 700 documents à produire ou mettre à jour. Donc, l'automatisation en tant que besoin s'est imposée assez vite. La question, c'était évidemment comment on le fait. Alors la petite exploration en effet des legal tech, je vous avoue, c'était pendant mes vacances, j'ai mis à profit. Non mais c'est intéressant, pourquoi je le partage avec vous? Parce que j'ai passé pas mal de temps à juste explorer. Et pour ça, on ne peut pas le faire entre 2 réunions, on ne peut pas le faire à ras de coups de fil, il faut juste se poser une tranche de 1 heure, 2 heures, régulièrement. Alors, je sais, c'est pas idéal de travailler pendant ces vacances, c'est pas mon message principal. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je m'y suis prise. Et puis, j'ai été très vite beaucoup aidée par plusieurs sites que je vous livre. Legal Geek, d'abord, que je trouve excellent, tout simplement. Alors, ça se passe de l'autre côté de la Manche, mais ils regardent l'ensemble de l'Europe. Ils ne sont pas du tout centrés sur le Royaume-Uni. D'abord, ils sont drôles, ils sont assez caustiques. Non, mais ça compte aussi. Ils sont pas du tout intimidants. Il peut y avoir un côté un peu intimidant de la legal tech. Ils jargonnent pas. Ils vous expliquent les choses de façon extrêmement claire. Vraiment, je vous encourage à aller voir leur site. Ils ont fait une carte, un mapping des legal tech. Alors, il y a beaucoup de mapping évidemment qui existent, l'excellente étude de Day One bien sûr. Eux, ils ont choisi un format carte de métro, donc comme un plan de métro. Par catégorie, c'est juste une illustration, mais en tout cas, c'est très facile de s'y retrouver. Ils ont aussi une petite rubrique qui s'appelle WTF, que je ne traduirai pas, mais en gros, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire donc? Et puis, ils expliquent la blockchain, le legal design, etc. C'est très court, très facile à lire. Donc ça, c'est une première façon de s'orienter. Je citerai aussi, mais bon, tout le monde le connaît maintenant, Madness, qui fait aussi un mapping, le village de la justice, etc. Donc j'ai exploré tout ça et très vite, je me suis aperçue que la bonne démarche, c'était en effet de partir de mes besoins d'utilisateur par une démarche de legal design. Ça m'est apparu comme une évidence, je le dis de façon très, très simple. Il fallait que je comprenne réellement les besoins de mes clients internes, mes besoins à moi en tant que direction juridique, ceux de mes collaborateurs, pour pouvoir construire et co-construire. C'est ça qui est très intéressant dans la démarche. C'est une démarche collaborative, pluridisciplinaire. Donc, on se met tous autour de la table et on définit ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui détient la vérité universelle et qui va vous dire « parce que moi j'ai créé un outil génial, c'est ça que vous allez devoir utiliser ». Et non, c'est l'inverse. On se réunit, on monte un atelier, sans que ce soit une usine à gaz d'ailleurs,
et on le co-crée ensemble. Il y a 3 points que je voudrais partager avec vous plus particulièrement. Le premier, c'est monter l'atelier. C'est pas évident dans nos entreprises ultra occupées, bien sûr, de dégager du temps. Or, il faut quand même une plage horaire, je dirais d'au moins 3 heures, si on veut co-créer, brainstormer et que ce soit efficace. J'ai eu du mal à monter le premier atelier, je le partage aussi avec vous. Ça signifie qu'il faut un peu de persévérance aussi, mais les retours ont été vraiment tellement positifs que ça vaut totalement la peine. Petit conseil aussi, un mentor bien sûr, des ambassadeurs, ça sert toujours. Les ambassadeurs peuvent être des gens qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, qui vont justement porter plus facilement ce message d'innovation. Donc première étape, un atelier. Je précise tout de suite qu'on a eu seulement 2 ateliers à faire, donc 2 fois 3 heures, ce qui est quand même pas énorme. On a été aidé bien sûr par un cabinet qui s'appelle LegalWorks, qui est un cabinet suédois qui est très avancé en matière de legal operations et qui avait aussi une approche legal design, et je les salue au passage. Donc à l'issue de ces 2 ateliers, on avait, en mettant autour de la table, donc certains représentants des marques, je ne pouvais pas avoir toutes les marques, mais on a pris 3-4 marques, 3-4 pays, puisque moi j'avais 17 filiales, donc il fallait aussi que je choisisse certaines filiales. L'équipe de production online, bien sûr, qui était essentielle à la fois d'un point de vue process et d'un point de vue technique, et puis les avocats, juristes. Donc à l'issue de ces 2 ateliers de 3 heures, on avait quand même passé en revue tous les pain points, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, la liste des pain points avec vos clients internes. Ils sont tellement contents de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Et c'est important pour nous aussi de pouvoir regarder avec honnêteté intellectuelle à quel point c'est compliqué. Alors là, c'était un peu caricatural, hein, le process quand je suis arrivée. Tout se faisait par collecte d'informations par email. Je ne sais pas si vous imaginez, pour 25 marques, 30 pays. Ensuite, une fois que peut-être on avait récupéré l'information, parce que tout le monde a autre chose à faire que répondre aux emails demandant ce type d'infos, une fois qu'on avait récupéré bon an mal an les informations, on les rentrait à la main dans chacun de ces documents, qui ensuite étaient pris en charge par l'équipe de production. Donc voilà, la liste des pain points, c'est essentiel parce qu'en fait, une fois qu'on a réussi à faire ça, et encore une fois dans une très bonne ambiance conviviale et constructive, eh bien, on avait finalement presque en creux notre process idéal, qui était évidemment l'opposé de tous les pain points qu'on avait identifiés. Et donc, on est sorti de ces 2 ateliers avec les caractéristiques du nouvel outil et le process que chaque participant souhaitait voir appliqué. Et alors, du coup, ensuite, le reste, c'était extrêmement facile. Je ne veux pas simplifier à l'extrême, mais une fois qu'on avait les caractéristiques de notre outil, il suffisait d'aller en effet explorer un petit peu davantage le marché de la legal tech pour trouver le bon outil d'automatisation. Alors on a fait une shortlist de 10 sur la base des sites que je vous ai mentionnés. Sur ces 10, on a vu les démos, on a vu les spécificités. Il y avait évidemment des questions de prix aussi qui se posaient parce que je faisais tout ça avec un budget extrêmement restreint, ce qui n'empêche pas la créativité du coup. Ensuite, on en a testé véritablement 3. Donc, on a fait des pilotes avec 3 outils. Alors, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, et je le partage avec vous, ce sont les outils qui, ou plutôt les legal tech, qui vous permettent de jouer avec leur outil. C'est-à-dire qu'il y a désormais des entreprises qui vous disent « je vous fais une petite version de démo relativement basique, pas encore personnalisée, mais vous avez 2-3 semaines pour jouer avec. Partager cet outil avec justement les gens qui vont l'utiliser. Et ça, moi j'ai beaucoup apprécié. 2 sur 3 le faisaient. Tout de suite, ça a donné un ordre de préférence. Et puis ensuite, on s'est focalisé beaucoup sur l'interface utilisateur. Moi, j'étais très sensible au design de l'interface, à la facilité d'utilisation et au fait que c'était engageant. Et donc, au final, on a choisi un outil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a appliqué la démarche de legal design donc, dans notre process, qui est encore une fois collaboratif pluridisciplinaire.
et on est arrivé à un outil dont l'interface avait été créée par le legal design. Et je ne le savais pas au début, je suis tout à fait honnête avec vous. Donc il se trouve qu'on a choisi Juro, mais il y a beaucoup de solutions d'automatisation, hein, ils sont loin d'être les seuls. Mais voilà, le petit plus qu'ils avaient, c'était leur grande facilité d'utilisation. En fait, on a envie d'utiliser leur outil, tellement c'est engageant. Quelques KPIs, parce qu'évidemment, la mesure de l'efficacité est très importante. En tout ce projet, ça nous a pris 3 mois. Moi, j'avais cet impératif de temps et finalement, cette contrainte s'est révélée une bénédiction. Je ne pouvais pas me permettre de prendre plus de temps, en fait. Et donc, ça a évité l'usine à gaz, donc ça aussi, c'est bien. Et donc, tout était bouclé en 3 mois. Et ensuite, Juro a pris à peu près 3 semaines, peut-être, pour appliquer les modifications à l'outil, pour un budget que j'ai trouvé, moi, raisonnable, que je peux partager avec vous aussi. C'était à peu près moins de 20 000 € par an, pour une trentaine d'utilisateurs. Voilà ce que je peux partager avec vous. À refaire la liste des pain points et à améliorer dans mon propre apprentissage la façon de communiquer sur les ateliers. Je crois qu'au début, c'était peut-être pas très clair, raison pour laquelle j'ai eu un petit peu de mal à trouver des participants. Merci Marie, c'est vraiment passionnant. Ce que j'ai noté, et je trouve ça important, il faut qu'on soit transparent sur cet aspect-là, c'est la question de l'accompagnement aussi. Parce que la difficulté qu'on a les uns et les autres, et on n'ose ou pas le dire, c'est qu'on est des juristes. C'est bien, mais on ne sait pas faire tous les métiers. Et ces aventures-là nécessitent d'acquérir certaines compétences, mais je pense qu'un des génies peut-être déployé, c'est d'avoir su se faire accompagner. Et je voudrais me tourner maintenant vers Olivier, parce que vous travaillez sur ces questions-là, sur la conduite du changement, sur l'accompagnement, et je voulais que vous nous éclairiez maintenant, parce qu'on comprend ce que peut être un projet. Ce qui est important quand même, c'est d'avoir la modestie de connaître ses limites, de se faire aider. Et donc, si vous pouviez nous détailler un peu plus quelles sont les compétences que nous n'avons pas et que nous devons aller chercher éventuellement à l'extérieur ou au sein de l'entreprise. Oh, les juristes ont beaucoup de compétences quand même. Merci. La conduite de changement, elle commence, si je fais un jeu de mots, au day one. C'est-à-dire qu'elle commence vraiment au tout début, et ce qu'a dit Marie est important parce que quand on fait un atelier, et on en fait beaucoup, on va tout de suite emmener les juristes, et ils vont comprendre, et une fois qu'ils comprennent, et ils ne mettent pas longtemps à comprendre, ça je peux vous le dire, et bien, ils vont beaucoup plus accepter ce qui se passe derrière. S'ils vont co-construire ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnel, avec tout le process, ils vont du coup mieux interagir avec l'outil, et mieux savoir d'ailleurs comment formater l'outil, personnaliser l'outil. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup, alors je ne donnerai pas des noms, parce que ce ne serait pas sympathique pour ces offreurs, mais il y a eu beaucoup d'offreurs qui ont dit trop souvent oui à la personnalisation à outrance demandée par leur direction juridique, qui font qu'aujourd'hui, alors d'un autre côté, je suis content parce que ça nous fait des audits et on va regarder à désaucissonner tout ce bazar qui a été créé. Il y a eu tellement de personnalisation sans réfléchir à l'utilisateur, ce qui est un mot qui est essentiel, hein, pour moi, le client il est mort. C'est l'utilisateur qu'il est intéressant de regarder. Pourquoi il l'utilise, dans quelles conditions, à quel moment, pour faire quoi. Ça et que ça, et pas plus. Et ben on a des outils aujourd'hui qui ne sortent pas les reportings qui devraient ressortir, qui ne permettent de rentrer un contrat, mais il faut prendre 20 minutes à remplir tous les champs, enfin tout ce que vous connaissez très vraisemblablement, enfin pas vous parce que vous avez des bons outils, mais d'autres qui ne sont pas ici. Et ça c'est très important. Donc nous ce qu'on regarde, c'est non pas l'informatisation d'une direction juridique, c'est la digitalisation. Et je voulais juste reprendre un petit mot de définition pour nous. Hein. Nous c'est ce qu'on appelle le VTC, c'est-à-dire réflexion sur la valeur. Et bien, la réflexion sur la valeur, ce n'est pas le consultant externe ou l'avocat externe ou l'informaticien externe qui va regarder. C'est avec les juristes, on va regarder quelle est votre valeur. Et chez Estée Lauder, avec qui nous n'avons pas travaillé, donc je suis objectif, malheureusement, du fait qu'on n'a pas travaillé, pas que je sois objectif, et bien en fait, les juristes vont avoir certaines tâches qui ont de fortes valeurs ajoutées. Et si Marie était passée dans une autre entreprise directrice juridique, elle n'aura pas fait de copier-coller, elle aura regardé sur d'autres tâches qui font d'autres valeurs ajoutées. Donc, nous, on va d'abord se positionner sur la valeur. Quelle est la valeur ajoutée du juriste? Qu'est-ce que vous devez faire? Et normalement, ils adhèrent parce qu'on leur dit, on essaie d'avoir une promesse, et surtout de la tenir, c'est d'essayer demain de focaliser le plus possible votre temps sur la valeur ajoutée et non pas sur les pain points, sur les choses administratives, sur les choses qui peuvent être déléguées à des juristes, déléguées à des paralegals, on en a parlé, ou déléguées
aux clients internes, et là on n'en a pas assez parlé, puisque c'est quand même le cœur du cœur aussi de la digitalisation. On le voit avec Uber, je cite toujours cet exemple-là, Uber il a externalisé vers les clients la saisie de l'endroit où vous voulez aller, la saisie de votre carte bleue. Au lieu de recruter des standardistes qui prenaient notre donnée au téléphone, ben, il n'a pas recruté de standardistes. Il a externalisé vers ses clients, alors là du coup externe, cette saisie-là. Donc il y a tout ce travail qu'il faut faire qui est déjà le début de la conduite du changement. Le deuxième mot qui a été prononcé par Marie, c'est le collaboratif. Et le collaboratif, c'est pas je t'envoie un mail, tu m'envoies un mail, c'est pas ça le collaboratif. La digitalisation va faire chuter de manière drastique le nombre d'emails. Et normalement, quand on y arrive, ben, je peux vous dire que ça fait du bien aux juristes. Il reçoit des centaines d'emails par jour. Et une fois que sa journée de juriste est terminée, il faut qu'il regarde 300, 400. On a des clients qui regardent 400, 500 emails par jour. Alors quand on dit qu'il faut se concentrer sur la valeur ajoutée, il y en a certains qui sont de valeur ajoutée, Pascal. Avec les pièces jointes. Parce que Pascal lit les pièces jointes. Et après, bien évidemment, il y a la technologie. Je vais pas y revenir, mais ça, c'est très important. Parce qu'ensuite, une fois encore, c'est pour ça que je fais une grosse nuance entre l'informatisation et la digitalisation. C'est qu'on va devoir, ou vous allez devoir, travailler différemment. Alors, j'aime bien cette phrase parce qu'elle n'est pas de moi. Elle est de mon mentor Jean-Marie Descarpentries qui disait faire différemment, ça ne veut pas dire faire mieux. Mais pour faire mieux, il faut forcément faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de recruter, parce qu'on n'a pas de budget. Et on n'a pas le droit d'avoir plus de budget pour des avocats. Donc on est un petit peu coincé. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de travailler différemment et de réorganiser, comme j'ai dit tout à l'heure, sur du plus junior, sur de l'assistante, sur du client interne, sur du digital, sur aussi le fait, posez-vous la question quand même, hein, il y a peut-être des tâches que vous faites qu'il faudrait arrêter. Nous on en trouve à chaque fois. Hein. Donc peut-être des choses qu'on pourrait arrêter de faire, tout simplement. Il faut en arrêter un appel d'offres sur un outil informatique parce qu'il voulait faire un appel d'offres pour utiliser un outil informatique pour faire des tâches qui, dixit, ne servaient à rien. Je dis, ça ne sert à rien, tu arrêtes de les faire et tu ne prends même pas d'outils. Donc on lui a fait gagner de l'argent, ou en tout cas, on ne lui en a pas fait dépenser. Donc si on intègre les juristes, si on intègre les clients internes, pareil, vous le savez, hein, c'est très simple, les NDA, les fameux NDA, qui sont parmi les pain points, non pas des clients, mais normalement plutôt des juristes. On arrive à les déléguer aux clients internes. Mais si on arrive, on va voir le client interne. Et tu vois ça, le NDA là, c'est nul, ça m'embête, j'ai pas envie de le faire. Tiens, fais-le à ma place. En termes de conduite du changement, c'est pas terrible. Si on arrive à expliquer que pour pouvoir faire tes discussions business pour ton alliance, pour préparer une JV, en amont du M&A, pour pouvoir parler en R&D, etc., on a besoin avant tout de signer un petit truc qui est très important pour nous protéger. Mais au lieu que tu fasses la queue comme à la sécurité sociale et que tu attendes qu'on ait le temps de te répondre, si tu pouvais remplir, alors on va bloquer un certain nombre de choses et tu remplis un certain nombre de tâches et on t'explique, on t'accompagne. Et de ce coup-là, tu es beaucoup plus rapide, voire agile, qui est un mot utilisé n'importe comment aujourd'hui. Vous le glissez, ça lui fait du bien, il dira que vous avez un mot business. Donc, tu es beaucoup plus agile, ce qui n'a rien à voir du coup avec la méthode agile. Et tu peux taper dans la main ce matin et dès 14h envoyer un DA pour signer, et donc dès demain matin commencer les discussions, et non pas attendre 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines qu'on ait le temps de te le remplir. Ben, la personne, et ça c'est du vécu, hein, va vous dire « Ah oui, ça c'est super intéressant ». Et en plus, on peut même en faire remplir par ton assistante. Alors, ça nécessite des formations, de l'accompagnement, du contrôle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va lancer ça, on va très différemment, mais dans un premier temps, je suis désolé, on va vous demander encore plus de temps. Je sais que vous êtes surchargé, mais ce plus de temps est nécessaire pour expliquer, pour former, pour accompagner, pour contrôler. Et puis au fur et à mesure, ce temps va réduire et on va finir par avoir délégué un grand nombre de choses qui est important. La conduite du changement, c'est... Le juridique, il est fabuleux parce qu'il est partout dans l'entreprise. C'est ça qui est fabuleux. Donc, si vous bougez votre façon de travailler juridique, vous bougez, c'est comme l'effet papillon, toute la façon de travailler de l'entreprise. Donc si vous n'accompagnez pas toute l'entreprise, vous êtes dans l'échec. Donc on ne peut pas dire je ne veux plus faire, tu fais à ma place, on va l'accompagner. Ça va être pareil pour un juriste, à qui on va dire, je terminerai là, parce qu'on a eu chez Day One cet exemple-là, avec un juriste qui me disait, mais si je fais faire par plus junior, si je passe à mes clients, si je digitalise, si j'arrête de faire, cette jeune femme m'a regardé, elle me dit, tu me déshabilles, je ne fais plus rien, je vais me faire virer. Donc il y avait vraiment des craintes. Et je lui dis non. Si je te retire tout ça, d'abord c'est pas moi, c'est on travaille ensemble, c'est pour que tu puisses monter sur de la valeur ajoutée. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur ta matière
qui va apporter plus de valeur ajoutée, parce que c'est vrai que si je vous expliquais et l'entreprise et la matière, ce serait beaucoup plus clair pour vous, mais je ne peux pas. Mais il faut aussi l'emmener pour comprendre, donc l'accompagner pour comprendre qu'il est désormais possible d'apporter encore plus de valeur. Et ce mot business partner, je fais partie de ceux qui l'utilisent beaucoup, pour moi, il est là où il est utile. Donc, pareil sur les RGPD, j'ai écouté tout à l'heure, j'étais un petit peu frustré parce que au lieu de business partner, j'étais business parter, quoi. C'était pas très dynamique, c'était pas très compétitif. On peut faire tellement de choses avec la donnée, qui est aujourd'hui le pétrole des entreprises. Et les juristes sont au cœur de la donnée et d'utilisation de cette donnée pour créer de la valeur. Donc, cet accompagnement-là, j'ai été trop long, désolé. Il démarre dès le premier jour et il démarre sur cette réflexion de la valeur du collaboratif. Merci, je pense que ça nous donne envie de passer du mythe à la réalité. On est tous impatients. Je ne sais pas si vous allez être capable de rester cet après-midi pour les débats ou si vous allez vous précipiter dans vos directions juridiques pour entamer immédiatement ce travail. L'heure tourne et je voudrais qu'on puisse ouvrir les questions pour la salle. N'hésitez pas. Je suis sûre que vous souhaitez interroger nos intervenants sur certains sujets. Je vous en prie. Bonjour, Félix Dutuat, représentant d'Orange. Je me pose des questions à vous 5 ou 4. On a le nouveau GRDP et le règlement de la vie privée. Avec le digital changera la relation entre la consommation de l'utilisateur. L'entreprise renforce les obligations précédentes imposées par la suite une totale transparence sur l'objet de consente, le recueillement et à le prouver des données. Surveiller contre les suivants le nouveau GRDP, KPI plutôt, directement par le consentement du back-office dans le ratio de retrait de rapport en direct au centre d'alerte de seuil de déflation. Quelle est votre vision? Je peux dire un... Je relève le défi. Juste une petite boutade. La première, c'est que, contrairement à un certain nombre de legal tech qui arrivent sur le marché, l'utilisation de nos services n'est pas gratuite. Donc, il va falloir payer pour souscrire, mais en contrepartie, toutes les données concernant votre comportement sur nos applications, nous n'en faisons pas commerce. Donc on ne va pas vous échanger la gratuité de l'utilisation contre le fait qu'on va revendre après à d'autres ce que vous faites avec nos applications pour pouvoir les monétiser. Donc, par rapport à ces données privatives, voilà, on est assez à l'aise. Donc après, les coûts, il y a cette question un peu de mise en œuvre de projets, entre un projet prêt à l'emploi. Donc nous, on demande à nos clients 249 € par mois par utilisateur pour utiliser nos applications. Ça permet d'arbitrer entre, par exemple, 1 heure d'avocat. Donc si vous pouvez dire dans votre direction... ou une demi-heure en fonction du niveau d'expertise. Voilà, je m'engage à utiliser 1 heure de moins d'avocat par mois, et puis en contrepartie, je mets en place un outil dans lequel, prêt à l'emploi, j'ai réfléchi au process, et puis je vais essayer de faire de la direction juridique un acteur un peu qui s'implique dans le reste de l'entreprise et qui travaille avec ses clients internes, externes, qui ont fait des partenaires. C'est des choses qui, normalement, s'entendent bien. Non, je voulais. Enfin, peut-être que ça n'avait strictement rien à voir, c'est pour ça que je prends la parole. Parce qu'il y a une réflexion qui est fondamentale sur le changement. Alors, nous, on utilise beaucoup d'acronymes, c'est vraiment les consultants, soit on a des matrices, soit on a des acronymes. Donc, je vous ai dit le VTC tout à l'heure, Valeur Technologie Collaborative. Là, c'est le TED. Tout le monde connaît TED, les TED, présentation TED. Et en fait, on l'a utilisé pour réfléchir. Et ça, c'est important que vous le fassiez dans votre direction juridique. Les métiers qui se transforment, les métiers qui émergent, et vous allez en avoir vraiment, qui vont manipuler, travailler la donnée, qui vont travailler sur de la statistique, qui vont travailler sur de la probabilité, qui vont travailler sur de la legal operations, c'est-à-dire ceux qui vont travailler sur vos process, ceux qui vont travailler sur votre knowledge, sur vos budgets, sur vos outils, sur le digital, sur votre communication interne. Et puis les métiers, le TED c'est le D, hein, les métiers qui vont disparaître. Et il y a des métiers, moi je l'affiche haut et fort, il y a des métiers qui vont disparaître, tels qu'on les connaît aujourd'hui, bien évidemment. Il va falloir aussi les anticiper et les regarder. Pouvoir dire à quelqu'un, je vais te virer parce que en fait, ton métier disparaît, pour moi, ce n'est pas un rôle de manager. Un rôle de manager, c'est d'anticiper, de se dire comment je transforme avec la formation, je fais le lien avec Sciences Po tout à l'heure, comment je transforme avec la formation pour que ton métier qui aujourd'hui, a priori, dans les années qui viennent, va tendre à disparaître, ou en tout cas, ton 100% va devenir un 30%,
comment je vais t'accompagner pour que tu changes ton métier. Je suis pas, pour la première fois de ma vie, je suis pas d'accord avec McKinsey. 35% de paralegals, ça me paraît extrêmement faible, très faible. Aujourd'hui, nous, on transforme des paralegals quasiment à 80%, parce qu'ils vont être beaucoup plus sur d'autres données, sur rentrer de l'information, sur saisir de l'information, sur faire de la statistique, sur construire des KPI, sur travailler sur du reporting, et apporter toute cette information pour, non pas décider à la place de l'humain, mais pour éclairer l'humain, et pour que vous, avec une fois encore votre cerveau, d'hommes et de femmes, vous puissiez décider. Donc réfléchir en tant que manager à ce TED, qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce qui émerge, et qu'est-ce qui disparaît, pour moi, est un vrai rôle de manager, ce que vous êtes, bien évidemment. Oui, merci beaucoup pour toutes ces interventions qui sont très utiles, je dirais, à la fois pour permettre la transformation des équipes et apporter un incentive aux équipes en se disant ce que vous faites aujourd'hui, vous ne le ferez pas de cette façon-là demain, et au contraire, vous aurez une capacité à vous développer, etc. Ça, c'est très intéressant. On est en plus dans des contextes, évidemment, de budget restreint. Je pense que c'est le cas de la plupart des entreprises. Donc moi, j'aime bien qu'on puisse dire on peut évoluer à budget constant, à ETP constant, etc., en vous donnant des outils. D'où ma question, est-ce qu'en termes de budget, on peut avoir une idée, je sais bien que ça dépend des entreprises, du calibrage des entreprises, mais est-ce qu'on peut avoir une enveloppe plus ou moins large entre conseil et transformation? Est-ce qu'on parle de 200 000 €? Est-ce qu'on parle d'1 million? Est-ce qu'on parle de quoi on parle en fait, en fonction du besoin de dimensionnement? Ah, vous connaissez la meilleure réponse à votre question, c'est ça dépend. Mais je vais quand même y répondre. Aujourd'hui, vous pouvez mettre en place par exemple un chatbot pour 30 à 40 000 €, tout compris. Marie vous a donné un certain nombre de prix. Vous pouvez, nous on a travaillé, je le cite encore puisque Martin est dans la salle, on a travaillé avec Martin sur une digitalisation totale et un zéro papier total. C'était assez amusant à faire. Une direction juridique qui allait déménager, donc c'était le prétexte, ou c'était le contexte. Et donc on a réussi à moins de 50 000 tout compris, et les 50 000 n'étaient pas pour nous, hein, malheureusement, tout compris, à pouvoir passer en zéro papier. Donc on peut tourner, je veux dire, je ne sais pas si ça répond bien, mais on peut tourner autour de 50 000 avec 15% en dessous, 15% au-dessus, à faire déjà beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, qui sont très importantes. Et une fois encore, vous parlez d'argent, moi je dis avant de parler d'argent, regardons si on ne peut pas faire différemment, hein. Et d'arrêter des choses, de déléguer des choses, de former les gens pour qu'ils fassent à votre place, de travailler vraiment différemment, c'est zéro budget. Mais c'est un petit peu de temps, beaucoup de temps pour convaincre. Je ne peux pas être plus d'accord avec vous, Olivier. Je crois que l'idée, c'est pas tellement de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. Et pour être transparente avec vous, je n'avais pas de budget pour faire ce projet. J'étais arrivée après, il se trouve que voilà, les budgets étaient faits, j'ai été recrutée après, j'avais zéro budget. Donc je me suis arrangée pour limiter certaines dépenses par ailleurs. Il y a toujours des gains d'efficience qui sont possibles auprès de nos chers cabinets d'avocats. J'ai exercé 10 ans en cabinet, donc je suis assez à l'aise pour en parler. Et voilà, donc j'ai fait tout ça finalement sans budget au départ et avec au final quelque chose de très raisonnable. Donc pour moi, c'est pas tellement le fait d'aligner des zéros, c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on peut faire différemment et comment on peut dépenser mieux aussi. Voilà. Et juste, j'appelle parce que faites-le, allez voir les Legal Tech. Ils sont prêts à faire des partenariats, à faire de la R&D avec vous, à réfléchir avec vous. Il y en a plein, enfin nous on les voit tous et toutes, et ils viennent nous voir et disent on ne comprend pas trop les directions juridiques. Je dis mais allez les voir, proposez. Alors je sais qu'Orange en a fait beaucoup, je sais que la SNCF en fait beaucoup, il y aura la SNCF Développement cet après-midi, venez l'écouter. Allez les voir et discuter, pas un test pendant 2 heures, faites un test pendant 6 mois, 8 mois. Elles vont s'améliorer, ça sera votre côté citoyen, on aide ces Legal Tech à se développer, à être encore meilleurs sur le marché. J'ai pas envie que demain ce soit que des Legal Tech américaines, même si j'adore mes cousins américains. J'aimerais bien que les Legal Tech françaises marchent aussi, et pas seulement en France. Donc allez les aider, faites de la co-construction, c'est des mots qu'on utilise beaucoup, mais maintenant il faut le faire avec ces Legal Tech pour qu'ils s'améliorent, qu'elles s'améliorent, et vous aussi vous verrez, ça vous fera changer beaucoup plus parce que vous comprendrez comment ils ont une technologie qui vous permet de travailler différemment. Donc allez les voir, c'est pas une fois encore des budgets, c'est du temps. Je ne peux pas être plus d'accord, et certains de nos membres, on citait Orange, oui, SNCF, il y en a beaucoup d'autres, sont déjà dans cette démarche. On peut également essayer au cercle, on réfléchit
à une solution pour vous faire dialoguer sur ces sujets-là, parce qu'on n'utilise pas assez les expériences des membres. Et ça, c'est un sujet sur lequel le cercle de Bressan vous ferait, et nous allons essayer d'y réfléchir. En préparant cette table ronde, c'est une idée qui nous est venue pour que vous puissiez apprendre des autres. Nous avions parlé de users, c'est la meilleure façon. Nous sommes les users, ils ont besoin de nous, nous avons besoin d'eux, et on parlait de la méthode agile, c'est une bonne démonstration de ce que peut être la méthode agile. Je suis obligée de clôturer cet atelier parce que le temps file. Puisque nous parlions en effet d'aller voir les Legal Tech, l'idée nous en est venue de les inviter, donc vous pouvez les découvrir en passant la porte, puisque nous avons un village de Legal Tech que vous pouvez rencontrer. Et également, la dernière information que je vais vous donner, c'est que le Cercle travaille également sur une conférence, sur l'organisation d'une conférence sur les RegTech, probablement à la rentrée, après les grandes vacances d'été. Nous vous en donnerons plus d'informations dès que nous les aurons. Merci à vous.